Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. Tu connais les Bilderberg? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme? L'IB, c'est complotiste. C'est des petites enflures. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. On est des complotistes, on assume. Ils veulent robotiser les êtres humains. Nous sommes en train de vivre un génocide. Vous avez fait le mal. Les gens niculent. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Alors vous le savez, chaque numéro est l'occasion pour Tristan, Rudy et moi de nous plonger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Salut Rudy. Bonjour David. Salut Tristan. Salut à tous. Alors cette semaine, émission sans invité où on va faire un panorama de l'actualité conspirationniste. La semaine dernière était le 60e anniversaire de l'assassinat de Kennedy à Dallas en novembre 63. 22 novembre. 22 novembre 63. Vous avez consacré un complorama à cette question-là. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Rudy, sur cet imaginaire conspi qui naît justement avec le complorama? Oui, c'est moins un complorama sur l'assassinat de Kennedy et un complorama de debunking. C'est pas ça un complorama finalement. C'est plutôt sur l'assassinat de Kennedy comme objet un peu culturel dont les complotistes se sont emparés. Donc ça déborde largement la seule séquence de l'assassinat de Kennedy. Donc on en parle évidemment, mais on parle aussi de tous les développements, y compris contemporains, et les plus inattendus. Oui, alors justement, les plus inattendus, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Tristan, on t'avait mandaté pour que tu sois un peu notre poisson pilote dans cette affaire des communautés QAnon qui espèrent le retour de JFK Junior. Ils étaient d'ailleurs à Dallas la semaine dernière. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu, parce que je crois que tu as quelques petites infos croustillantes à nous délivrer. Croustillant, c'est un grand mot, mais oui, donc ces fameux QAnon, d'ailleurs, en fait, c'est une déclinaison, hein, c'est déjà une scission de la mouvance de la QAnon sphère au sens large. On a donc un groupe quasi sectaire qui s'est créé déjà il y a quelques années maintenant, et qui chaque année va à Dallas, attend le retour de JFK et JFK Junior, les deux. Ils pensent que les deux ne sont soit pas morts, ou vont revenir, ou vont ressusciter selon les déclinaisons et les délires de chacun. Et tout ça, ce groupuscule donc se réunit assez régulièrement, et notamment chaque année maintenant à Dallas, et c'est ce qu'ils ont fait donc là dernièrement, donc il y a quelques jours à peine. Là, ils étaient quelques dizaines, donc on est quand même sur un phénomène qui est quand même super marginal. Donc on s'y intéresse parce que c'est quand même assez déroutant, c'est quand même assez surprenant qu'il soit là. Donc bref, donc c'est une déclinaison de la mouvance QAnon, dirigée par un individu qui s'appelle Michael Protzman, qui a un surnom qui est négatif 48, et toute négative 48, et toute disons leur réflexion, leur imaginaire repose sur l'étude de chiffres, une sorte de numérologie associée à des lettres. Chaque lettre a une valeur. Ils font des calculs improbables pour faire des parallèles entre différents sujets, différentes personnalités. Alors, pour en revenir à notre dernier épisode en date, quelques dizaines de personnes, et il se trouve que Michael Protzman est donc le gourou de cette petite secte, est décédé l'été dernier, cet été, d'un accident de motocross. Et donc je me posais la question de savoir, mais bon, qui est devenu ce groupe, et d'ailleurs je pensais qu'il ne survivrait pas à son gourou, parce que tout était vraiment extrêmement fortement lié autour de lui. Sur Telegram, c'est vraiment lui qui est engagé avec sa troupe, donc franchement je me disais vraisemblablement ce groupuscule allait se diluer, disparaître en ayant perdu, disons, leur gourou. Et bon, on les a revus effectivement là faire le sitting, attendre encore une fois le retour de JFK et JFK Junior, qui ne sont pas venus, et donc je me suis posé la question de savoir, mais bon, qui c'est qui dirige ce groupe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et j'ai réussi à interroger probablement l'une des plus grandes spécialistes de cette question aux États-Unis, qui s'appelle le Karma 2022 sur Twitter. C'est une personne anonyme, mais qui est reconnue dans le milieu comme étant celle qui suit de façon extrêmement pointilleuse les développements. Et elle m'a appris des choses assez improbables que je vais vous livrer à l'instant. C'est que... C'est un scoop. Ah oui, c'est un scoop. C'est un scoop. Bon, ça vient d'elle, mais bon. Et donc voilà, la chose est la suivante. Il se trouve que donc, ce groupe est encore sur vie, mais qu'il s'est scindé en deux.
Il s'est scindé. Donc ils étaient quelques dizaines et Ouais. ils sont scindés en deux. Maintenant ils sont voilà. Donc maintenant il y a quelques, bon, je sais pas combien est-ce qu'ils sont, quelques poignées. Mais bon, bref, donc il y a 2 groupes aujourd'hui. Alors, dans ces 2 groupes, il y a un groupe qui est mené par une proche de Michael Protzmann, qui était l'une de ses collaboratrices. Et donc c'est elle qui reprend a priori le gros du paquet de cette mouvance. Mais il y a une scission qui s'est opérée parce que quelques mois auparavant était apparue une figure qui elle était poussée justement par Michael Protzmann avant qu'il décède, d'une jeune fille de 13 ans qu'ils ont invitée régulièrement dans cette boucle Telegram pour que elle fasse ce travail de numérologie, parce qu'apparemment elle était assez agile avec les chiffres. Et donc il y a une deuxième partie de ce groupe qui s'est plutôt qui est resté avec cette jeune fille et ce deuxième groupe qui pense que Michael Protzmann n'est pas mort. Et il va revenir aussi. Donc il n'est pas mort. Donc la scission est la suivante. On a donc un groupe mené par une dame qui s'appelle Kerry Erholtz, et le deuxième qui est mené par une adolescente qui est suivie par quelques individus qui pensent que Michael Protzmann n'est pas encore décédé. Elle n'a pas de parents, cette jeune fille de 13 ans ? C'est une question que tout le monde se pose, de savoir évidemment s'il n'y a pas des parents derrière. Vraisemblablement, les parents semblent la suivre dans ce délire. Et ce qui inquiète pas mal, il y a eu 1 ou 2 papiers qui avaient été faits ces derniers mois autour de cette jeune fille. Ce qui inquiétait, c'était qu'elle s'adresse notamment aux plus jeunes. Donc l'inquiétude, c'est qu'elle emmène avec elle d'autres jeunes mineurs dans ce délire. C'est une Greta Thunberg version QAnon. Je te laisse le parallèle. D'accord, bon. Et alors, est-ce que je crois que tu voulais nous préciser aussi des petites choses par rapport à la sphère QAnon qui sont arrivées ces derniers jours. Ouais. Et après, on parlera de l'homme à la peau de bête dans quelques instants. Ah oui, un autre QAnon. Oui. Alors, oui, il y a pas mal d'actualités autour de la mouvance QAnon. Bon, outre cette irruption vraiment sectaire et groupusculaire de ces QAnon de Dallas, qui attendent les zombies JFK Junior, il y a eu un moment qui a été un sorte de frisson dans la QAnon sphère internationale, qui a suivi un tweet assez ésotérique de notre ami Elon Musk. Qui a tweeté, encore lui, qui a tweeté Q étoile Anon, point, en relayant un article de Reuters. Alors j'explique juste le contexte pour qu'on comprenne un tout petit peu quel était ce que faisait notre ami Musk. Il relayait en fait une actualité qui a un rapport avec OpenAI. Vous savez qu'il y a eu tout un psychodrame avec OpenAI et que le débarquement de Sam Altman, le débarquement de Sam Altman, exactement. Et donc Reuters expliquait que l'une des raisons potentielles sur le fait que Altman ait été écarté un temps, c'était l'inquiétude sur le développement d'un projet d'OpenAI qui s'appelle QStar. QStar, c'est un Q avec une petite étoile, un astérix, si on veut, ça s'appelle QStar. Bon. Et donc cet article simplement mentionnait que cette inquiétude de ce projet QStar qui serait une sorte d'étape importante sur le développement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui serait une intelligence artificielle qui surpasserait les hommes et qui serait autonome, etc. Bon, mais rien à voir avec QAnon. Rien à voir avec QAnon. Mais ce qu'a fait Elon Musk, il s'est amusé avec le Q étoile, donc il a publié un tweet avec Q étoile en rajoutant simplement Anon. Sauf que, évidemment, ça a saisi la QAnon sphère internationale, bien sûr. Qui a vu derrière ça une sorte de clin d'œil, évidemment, de Elon Musk à la QAnon sphère, mais surtout, et là c'est un peu subtil ce que je vais dire, il voyait dans le tweet d'Elon Musk le fait que Elon Musk ait relayé un point extrêmement important pour les QAnon, qui est qu'on ne doit pas parler des QAnon. Pour les QAnon, eux-mêmes ne sont pas des QAnon. Si vous les traitez de QAnon, c'est qu'en fait, vous utilisez une sorte d'artifice des médias pour les critiquer. Donc pour eux, les QAnon n'existent pas. Q existe, mais les QAnon n'existent pas. Bon. Et vu que Elon Musk a mis une petite étoile entre le Q et le Anon, eux ont vécu ça comme le fait que Elon Musk disait à tout le monde que les QAnon, au sens traditionnel du terme, tout attaché, n'existent pas. C'était une façon de dire « je vous ai compris, je sais que les QAnon n'existent pas, la preuve, j'ai mis une petite étoile entre le Q et le Anon ».
tout ça est assez hermétique, j'en conviens, mais je vous explique l'état des choses telles qu'elles sont aujourd'hui, j'en suis pas responsable. Donc voilà, ce tweet-là a vraiment électrisé la QAnon-sphère qui, malheureusement, encore une fois, on a encore ce symptôme d'un Musk qui se contrefout des conséquences de ce qu'il peut écrire. Lui-même pourra se défendre en disant « moi j'ai fait un jeu de mots avec le Q-Star et en mettant Anon », mais il ne mesure pas qu'avec ses plus de 160 millions d'abonnés, il a une responsabilité, j'allais dire sociale, auprès de tous ceux qui le suivent. Ou alors il le mesure. Et il joue avec, effectivement, pour essayer d'exciter une partie de sa base. Donc voilà, c'était encore une fois dans les microcosmes de la radicalité en ligne, un épisode encore improbable, mais cette fois-ci poussé par Elon Musk, ce qui n'est malheureusement pas rien. Oui, mais ces épisodes microscopiques, parfois, ils conduisent à des événements beaucoup plus importants et beaucoup plus graves. On se souvient tous du 6 janvier 2021 avec l'homme à la peau de bête, Cute Shaman, qui est rentré dans le Capitole. Et ce Cute Shaman, Rudy, a annoncé être candidat aux élections législatives. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler déjà juste le pédigré du personnage qui a été emprisonné pour justement cette entrée dans le Capitole, et puis qui il est un petit peu? Alors QAnon Shaman, c'est vraiment le visage de cet assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Il est aussi connu sous le nom de Jake Angeli. À l'état civil, en fait, s'appelle Jacob Chansley. Donc il va être candidat. Il a purgé sa peine de prison, il a plaidé coupable. Lorsqu'il avait pénétré dans le Capitole avec plein d'autres personnes, il avait laissé un message écrit de menace, en tout cas d'intimidation, à l'attention de Mike Pence, où il était écrit « Ce n'est qu'une question de temps ». Donald Trump. C'est ça. Et qui avait accepté de valider les résultats des grands électeurs, aux grandes dames des partisans les plus radicalisés, les plus fanatisés de Donald Trump, et de Donald Trump lui-même d'ailleurs, qui avait fait pression sur Mike Pence pour que Pence ne siège pas en tant que... Parce que ce qu'on sait peu, mais c'est que le vice-président des États-Unis, c'est aussi le président du Sénat américain. Donc là, il était, en tant que président du Sénat, à présider la cérémonie de validation des votes des grands électeurs. Les gens pénètrent dans le Capitole, il est évacué, et un QAnon Shaman arrive, il vient au bureau, il se met à la place. C'était celui avec la fameuse peau de bête, justement, sur les épaules. Il se met à la place de Mike Pence et il laisse un message où il est écrit « Ce n'est qu'une question de temps, la justice arrive ». Un peu au minimum intimidant. Donc pour cela, il a été condamné à 1 an de prison. Il est trentenaire aujourd'hui, et il faut bien voir que Jacob Chansley, c'est pas juste un QAnon ou un partisan de Trump. C'est quelqu'un qui s'est illustré par des déclarations selon lesquelles il existerait en Suisse des bases secrètes destinées à créer des clones. C'est quelqu'un qui affirme qu'il est lui-même un extraterrestre et qu'il est sur Terre pour s'élever vers une autre réalité, donc qui mélange chamanisme, mysticisme, politique. Il a des tatouages qui relèvent du votanisme, c'est une sorte de culte païen qui est avec des symboles utilisés par certains groupes néo-nazis. Donc voilà, on est quand même dans cet environnement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Arizona, c'est un État traditionnellement républicain qui est aujourd'hui gouverné par les démocrates, par une gouverneure démocrate, mais qui compte plusieurs élus d'extrême droite, de l'alt-right, pro-Trump, on peut citer complètement complotiste, Wendy Rogers, Paul Gosar, Carrie Lake, qui est une ancienne présentatrice de télé, qui était la protégée de Donald Trump et qui a été candidate pour être gouverneur, et qui n'accepte pas sa défaite d'ailleurs, comme Trump. Elle continue à dire qu'il y a eu des fraudes, etc. Donc on a là un concentré de tout ce que l'Amérique pro-Trump peut produire. Oui, c'est fou, mais quel moment on vit. Je veux dire, on m'aurait dit il y a quelques années qu'un individu comme ça allait se présenter. J'aurais dit, bon, franchement, pourquoi en parler? C'est épiphénoménal. Aujourd'hui, je me pose la question. Je me pose la question de savoir si cet individu a une chance de faire pas mal de voix. Je ne sais pas. Ça semble assez improbable. Dès lors que Marjorie Taylor Greene a été élue et d'autres... c'est ça qui est fou. Il y a eu un sondage là, il y a quelques jours. Trump, Joe Biden. Trump est devant Joe Biden.
Donc ça paraît fou avec toutes les casseroles qu'a Trump par ailleurs en ce moment. Bon, voilà. Donc on est vraiment pour moi sur un moment, encore une fois, vertigineux, et encore une fois que Q Shaman, que je puisse moi-même me questionner sur la viabilité politique de Q Shaman, c'est fou en soi, c'est déjà fou. Ouais, je comprends. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que il suffit d'avoir une petite notoriété, quelle qu'elle soit, que ce soit Trump avec la Real TV ou Q Shaman qui a fait la une des journaux pendant quelques mois, ce capital-là est potentiellement transformable politiquement, en gain politique. Ouais, c'est quand même dingue. Je veux dire, n'importe qui peut tenter sa chance du moment qu'il a une empreinte de visibilité, disons, minimale. Indépendamment, j'allais dire, du coût, logiquement, définitif que devraient avoir les quelques propos qu'a pu tenir Q Shaman. Franchement, les délires qu'il a pu tenir, c'est un complotiste complètement exalté. C'est un peu il est pas loin d'un David Icke, dans les délires un peu de monde parallèle, de choses mystiques complètement claquées au sol. Bref, il est quelqu'un qu'il faut maintenant malheureusement suivre, en se disant il a peut-être une chance d'avoir en tout cas un impact politique sur la frange. Est-ce que tu penses qu'on en est là aussi en France, puisqu'on a vu que lors des législatives de l'année dernière, 2022, tous les candidats qui avaient une empreinte entre guillemets complotiste en ligne, finalement ont fait très peu de voix. Ouais. Se sont tous plantés. Donc est-ce que tu penses qu'on en est exactement au même niveau en France ? On avait fait un complorama il y a 1 an ou 2 ans, je crois que c'était pour le régional, où on avait effectivement suivi l'irruption de quelques groupes politiques qui avaient complotistes, qui avaient tenté leur chance, avec un résultat qui était assez lamentable. Ça, il faut le dire, assez lamentable. Maintenant, la traduction politique, moi, je suis obligé de faire gaffe depuis Trump. Je veux dire, bien sûr. En temps normal, j'aurais balayé ça du revers de la main en disant, évidemment, c'est totalement impossible, c'est improbable, il n'y a aucune chance. Mais bon, il faut aussi se confronter aux faits et à la réalité. Trump est passé. Trump pourrait encore être réélu, malgré le fait que tout soit sur la table. La première fois, on aurait pu dire, bon, les gens ne savaient pas. Voilà. Maintenant, franchement, on sait tous. Donc, si on le fait, c'est que il y a quelque chose d'autre, quoi. Donc là, sur cette, disons, sur la potentialité politique de ces franges complotistes, pour l'instant en France, elles ont l'air d'avoir un peu de mal à passer. Mais on sent bien qu'il y a une sorte de petite effervescence. Beaucoup de gens veulent tenter leur aventure. Le dernier en date, Richard Boutry. Richard Boutry, qui pour ceux qui nous suivent, ceux qui connaissent un peu l'univers de la complosphère, est probablement dans la frange extrême l'un des plus dingos, qui vraiment pousse l'idée que, je sais pas, qu'on est magnétisé avec les vaccins, enfin bref, qui vraiment... C'est si avec ça. Oui, il y a encore si avec que ça. Donc c'est quelqu'un qui, même au sein de la complosphère, parfois on voit que certains se moquent de lui. Eh bien, lui veut lancer un parti politique et se lancer dans l'aventure de la présidentielle. Encore une fois, j'aurais regardé ça de façon très légère, en balayant ça du revers de la main. Aujourd'hui, vu l'état du monde dans lequel on est, vu la potentialité que peuvent avoir ce type de discours aujourd'hui, je vais y jeter un œil. Il y a peu de chances que ça se traduise concrètement par quoi que ce soit. Mais voilà, mais je suis contraint malgré tout de garder un œil là-dessus, encore une fois, du fait de ce bouleversement auquel on a assisté ces dernières années, qui est de permettre à des discours d'une marginalité folle d'avoir une opportunité historique de se faire entendre et voire parfois d'avoir un impact politique. Juste, ça t'inspire quoi, toi ? Ça m'inspire qu'il ne faut pas négliger ce risque-là. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils ont des élus, et que ces élus ont accès aux facilités qu'ont les députés, par exemple les députés européens, d'organiser des conférences de presse, etc., ils s'en servent. Et ça nourrit la bête à fabriquer la théorie du complot. On a eu, il y a quelques jours, le 21 novembre, au Parlement européen, une conférence de presse assez courte d'une demi-heure, organisée par 2 députés d'extrême droite, 2 eurodéputés d'extrême droite, l'un Marcel de Graaf du PVV, le parti de Geert Wilders, qui a remporté les élections aux Pays-Bas il y a quelques jours, en tout cas qui est premier. Est-ce qu'il formera un gouvernement ? C'est une deuxième, c'est une autre question, mais en tout cas, il est sorti vainqueur quand même des élections, donc c'est pas rien. Et puis Joachim Kuss, qui lui est allemand,
membre de l'AfD, Alternative für Deutschland, donc parti par ailleurs covido-sceptique, d'extrême droite, anti-immigration, etc. Et ils ont fait venir, ils ont offert une tribune au leader d'un mouvement qui s'appelle Viruswahrheit. Désolé pour l'accent néerlandais, ça veut dire la vérité sur le virus, qui s'appelle Willem Engel. Et Willem Engel, il est connu, très connu même aux Pays-Bas. Il avait été arrêté à Rotterdam en mars 2022 dans le cadre d'une enquête pour désinformation médicale, escroquerie, propos à visée terroriste et menaces. Donc c'est pas un rigolo, Willem Engel. Et bien on l'a retrouvé en costard la semaine dernière au Parlement européen. Voilà. Et lorsque ces séquences-là, filmées, arrivent sur les réseaux sociaux, elles sont complètement décontextualisées. Personne, ceux qui les relayent, en particulier dans les sphères covido-sceptiques ou anti-vax, personne ne précise qu'il s'agit d'eurodéputés d'extrême droite, personne ne précise le pédigré de Willem Engel, comme je viens de le faire là. Voilà. Et donc, évidemment, ils expliquent que les vaccins ARN messagers sont très dangereux, que c'est un scandale sanitaire absolu, etc. Et on a des gens derrière, de manière assez moutonnière d'ailleurs, qui disent regardez, la vérité sur les vaccins, sur la vaccination est en train d'éclater. La preuve par le Parlement européen. On avait eu un épisode similaire il y a quelques mois, peut-être l'année dernière, je crois, avec Perron. Avec Christian Perron, bien sûr. Qui avait été invité, qui avait été invité par un eurodéputé RN et je crois de l'AfD. Et donc avec le même dispositif qui est d'organiser une petite conférence au sein d'eux, donc pour profiter un peu. D'ailleurs même dans une salle du Parlement européen, je crois. Enfin, dans les et avec la dimension d'autorité symbolique que confère une salle du Parlement européen. On dit oui, mais là au Parlement européen, on est en train de parler, on est en train d'expliquer que Pfizer c'est très dangereux, que les vaccins sont très dangereux. Donc j'imagine que l'internaute lambda, l'utilisateur lambda de X, il voit que du feu, quoi. Et c'était justement en plus à cette période-là, quand Perron était devant son auditoire, qu'il avait annoncé un procès contre Bill Gates. Tout ça sous un applaudissement nourri. Donc on voit bien, comme tu le disais là, que on a du moment que effectivement des profils plutôt l'extrême droite, mais en tout cas complotistes, arrivent au pouvoir, comme tu le dis, ils peuvent donner une survisibilité à des choses confidentielles, avec un vernis de notoriété folle, à des voix qui étaient jusque-là ou qui sont relativement marginales, mais qui encore une fois ont une opportunité historique d'être relayé et d'avoir un poids et un impact sur nos sociétés, quoi. Et alors la survisibilité, c'est aussi ce qui se passe avec le film Sound of Freedom, 185 millions de dollars de recettes aux États-Unis, une diffusion en France donc depuis le 15 novembre dernier, avec d'abord la sphère conspi qui crie à la censure quand le film n'est pas diffusé, Carl Zero qui se mobilise en faisant un combat personnel de cette diffusion de Sound of Freedom. Finalement, Sound of Freedom est diffusé et les critiques du film sont très mauvaises et donc c'est de nouveau une censure. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire cette façon de recevoir Sound of Freedom, déjà sur le mot de censure, et puis ensuite sur qu'est-ce que ça veut dire par rapport toujours à cet imaginaire sur la pédocriminalité des élites? Déjà, une première chose qui ne servira à rien, mais je vais quand même le dire, le film Sound of Freedom en lui-même n'est pas complotiste. Donc je le répète, face caméra, quelque part, il n'est pas complotiste. Le sujet n'est pas là. C'est une fiction. C'est une fiction. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils racontent. Inspiré de faits réels, mais ça peut se discuter aussi, mais bref, en tout cas, c'est une fiction. L'objet en lui-même n'est pas complotiste. Le problème est évidemment ailleurs, à côté. Tout ce qui est autour de ce film, ne serait-ce que déjà le principal acteur, qui lui est totalement complotiste. Jim Caviezel. Jim Caviezel, un promoteur de la théorie la plus folle, qui est la théorie de l'adrénochrome. Convaincu par les thèses QAnon. Convaincu par les thèses QAnon. Bon, c'est légitime de le souligner. Jim Caviezel, il faut le dire, il avait interprété le Christ dans La Passion du Christ de Mel Gibson il y a une vingtaine d'années de ça, qui était un film qui avait fait polémique aussi pour d'autres raisons. Mais c'est un catholique fervent, il a bien le droit, mais le problème c'est qu'effectivement il est tombé dans la marmite complotiste. Complètement, il en fait la promo, clairement, face caméra, il l'a fait dans les conférences, et il l'a fait notamment durant la promotion du film. Pendant la promotion du film. Donc on
peut pas nous accuser de relever le fait que le principal acteur lui-même est promoteur de ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a maintenant, nous, on observe les phénomènes en général. C'est comment est-ce que ce film est relayé, qui c'est qui le porte, qui c'est qui en parle, qui c'est qui le prend comme étendard. Donc nous, on s'intéresse un petit peu à cette masse qui est autour. Et dans cette masse, finalement, qui a soutenu et qui a porté ce film, et qui le trouve fantastique et qui en font la promotion, eh bien, il y a une partie de cette frange de la complosphère qui, elle, évidemment, voit à travers ce film une sorte d'illustration de leur propre fantasme complotiste. Ça, encore une fois, nous, on n'y peut rien. On ne fait que le constater. Hein. Et malheureusement, une partie de la complosphère n'entend pas ce qu'on dit là. Hein. Eux réduisent notre discours à une accusation bête et basique que ce film serait complotiste en lui-même. Ce qu'on ne dit, encore une fois, pas. Là où les choses sont délicates, c'est que, évidemment, on est toujours sur ce sujet qui est un véritable sujet de kryptonite, qui est un sujet qui est évidemment un sujet grave. Et je le répète aussi, face caméra, oui, la pédocriminalité existe. Il y a même des réseaux. Ça peut s'exprimer parfois en réseau. Il peut y avoir des groupes de gens qui se réunissent, qui s'organisent, etc. Donc c'est une réalité. On ne l'a jamais nié et on ne le niera jamais. Ce qui nous pose problème, c'est lorsque on voit des réseaux ou de la pédocriminalité là où il n'y en a pas, ou lorsqu'on n'a aucun élément factuel pour appuyer cette accusation qu'il y aurait à tel endroit ou telle personne ou tel réseau, bref, serait responsable de crimes de pédocriminalité. Bref, c'est ça qui nous pose évidemment problème. Et on n'est pas les seuls à s'inquiéter de ce phénomène. On a des associations, des organisations, des institutions qui, elles, sont spécialisées dans la lutte contre la pédocriminalité, qui elles-mêmes s'inquiètent de cette dilution du centre d'intérêt qu'on devrait avoir, de l'intérêt qu'on devrait avoir pour les sujets établis, factuels, dont on a des éléments concrets, et on est en train de diluer notre attention sur des choses qui sont parfois totalement délirantes ou fausses. Bon. Dernière chose, encore une fois, je ne critique pas le film en lui-même, mais sa réception en général. Ce film se focalise sur un aspect dramatique de la pédocriminalité, qui est le trafic d'enfants. C'est encore une fois une réalité. Mais la pédocriminalité dans son ensemble, et c'est un rapport de la Ciivise qui date d'il y a quelques semaines, qui rappelle quelque chose que l'on sait depuis... La Ciivise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Absolument. Et cette organisation a rappelé il y a quelques semaines ce que l'on savait déjà depuis plusieurs années maintenant, c'est que l'écrasante majorité des cas de pédocriminalité ont lieu dans un environnement en général proche, que l'enfant connaît en général son agresseur pour l'écrasante majorité des cas. Donc c'est soit 8 agresseurs sur 10 sont au sein de la famille. Donc c'est des cas d'inceste. Famille ou proche. Donc évidemment, si, et c'est normal, on est saisi par cette question-là dramatique des crimes qu'on peut commettre contre la petite enfance, bien évidemment, il faut ne pas balayer cet aspect qui est majoritaire dans cette problématique-là. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate, nous, dans la complosphère, on ne parle que, ou essentiellement, que de ces fameux réseaux pédocriminels. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le dire déjà, en fait, dans cette émission, dans d'autres numéros, mais il y a un impensé. C'est tous les sujets liés à la pédocriminalité au sein de l'Église catholique, alors qui essaye de balayer, de régler le problème. Effectivement, il y a des choses qui ont été faites, c'est vrai, mais longtemps, il y a eu l'omerta sur ces sujets-là, quoi, qui était en plus connu assez notoirement. Bon. Donc ça, c'est un impensé. C'est fou à quel point c'est complètement évacué par les gens qui se servent de cette thématique de la pédocriminalité, alors pour incriminer effectivement les gens du spectacle, de la politique, les francs-maçons, etc. Il y a peut-être aussi une dernière chose qui est sur, en tout cas, cet angle mort, en tout cas pour une partie de la complosphère, au sein de cette pédocriminalité au sein des familles. C'est justement probablement leur vision un peu, comment on pourrait dire,
fantasmée de la cellule familiale. Comme si la cellule familiale était quelque chose qui ne pouvait pas être touché par la pédocriminalité. Comme si la cellule familiale était vraiment la cellule, disons, de protection la plus fondamentale de la petite enfance. Alors que c'est complètement l'inverse. Par rapport justement à ce que disent les chiffres et ce que disent les enquêtes, c'est complètement l'inverse. Et oui, les chiffres disent effectivement absolument l'inverse. Mais je pense qu'il y a une corrélation entre, d'ailleurs, cette complosphère plutôt d'extrême droite, qui a une vision évidemment idéalisée de la pureté de la cellule familiale, qui comment dirais-je, la ligne de défense première de toute agression de la société. Donc cette version idéalisée fait que probablement qu'il n'arrive pas à intégrer tout simplement une simple réalité, c'est que c'est malheureusement au sein de cette cellule que la majorité des crimes pédocriminels ont lieu. Ou alors c'est moins inconscient que ça et c'est une stratégie de diversion. Possible aussi. Eh bien, stratégie de diversion, c'est justement ce qui s'est passé cette semaine. C'est le troisième sujet de notre émission aujourd'hui. C'est une diversion sur les mots. Alors que les actes antisémites ont fortement augmenté sur le territoire français depuis le pogrom perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, un nouveau terme, pas si nouveau en fait, on va vous expliquer pourquoi, a refait surface dans la complosphère et sur les réseaux sociaux, notamment sur X. C'est le terme d'autosémitisme. Alors Rudy, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce terme qui en fait existe depuis 2019 je crois, la première occurrence, et puis qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'il symbolise? D'abord, les actes antisémites n'ont pas augmenté, ils ont explosé. En 5 semaines, il y en a eu plus que 3 fois plus que sur toute l'année 2022. Tout à fait. Ces actes, ils sont recensés sur la base des plaintes qui sont déposées et des signalements à la police. Bon, c'est vrai sur tous les actes racistes en général. Bon. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui portent plainte, etc. Ils n'intègrent pas ces chiffres-là les gens qui sont dissuadés de porter plainte, par exemple, ou de faire un signalement à la police. Et il y en a plein aussi. Donc il y a aussi ce biais-là. Il y a aussi un biais de sous-déclaration. Bon. Autosémitisme. On a compris auto, soi-même, et la contraction du mot antisémitisme. Donc c'est l'idée que les actes d'antisémitisme sont en fait perpétrés par ceux qui en sont les victimes. C'est-à-dire que ce sont les juifs qui font eux-mêmes croire qu'ils sont victimes d'agressions antisémites. C'est ça l'idée. Il est ressorti récemment justement avec la fausse agression antisémite de Sifour-les-Plages, c'est ça? Exactement. Une femme à Sifour-les-Plages qui porte plainte, qui dit qu'elle est victime d'une agression antisémite. Finalement, après enquête, parce qu'en fait les gens sont entendus par la police fait son travail dans la plupart du temps, et là ils l'ont confondu, c'est-à-dire qu'elle a dû avouer qu'elle avait inventé et que c'était pas ce qui s'était passé. Ça rappelle évidemment d'autres affaires, il y en a eu plusieurs ces dernières années, mais surtout l'affaire très emblématique du RERD avec Marie Léonie. On est dans les années 2000, 2004, 2005, je ne sais plus exactement, c'est dans l'article qu'on a écrit de toute façon, et cette femme qui se plaint qu'on l'ait agressée, qu'on lui ait dessiné des croix gammées sur le ventre, donc ça choque tout le monde, il y a un emballement médiatico-politique à l'époque, avec l'Élysée, le Premier ministre qui condamne très rapidement, avant que l'enquête ait produit l'établissement des faits. Puis on s'apercevra qu'en fait, elle était mythomane, cette jeune femme, qui n'était pas juive d'ailleurs. Mais voilà. Donc, qu'il y ait des mythomanes, des gens qui affabulent, des gens qui se plaignent de ça, il y en a. Et quand c'est le cas, on le sait. Et on le sait parce que c'est dans la presse. C'est-à-dire que la presse qui a rapporté l'acte ou la plainte, elle rapporte aussi le fait que finalement, c'est de la fabulation. Dans tous les autres cas, c'est pas de la fabulation. En tout cas, donc il y a quelques cas effectivement qui existent, et pas seulement sur la question de l'antisémitisme. Des affabulateurs, il y en a sur tous les sujets. Des gens disent qu'ils ont été agressés, c'est pas vrai. Parfois ils veulent régler des conflits familiaux, etc., personnels. Ils accusent leur patron, etc. Et finalement l'enquête prouve que ce n'est pas le cas. Ils finissent par avouer que ce n'est pas le cas. Là, avec ce coup de force sémantique, autosémitisme, ce qu'on veut insinuer, ce qu'on veut introduire, c'est cette idée que, en fait,
Ça fait système. Non, mais que l'explosion de l'antisémitisme, l'augmentation de l'antisémitisme, c'est une pure bulle spéculative qui repose uniquement sur la croyance et sur un emballement médiatico-politique, et qu'en fait, non, tout ça est organisé en fait par les Juifs eux-mêmes. Donc en plus, il y a une dimension derrière évidemment complotiste. Et alors c'est l'occasion, c'est assez ironique, c'est l'occasion d'un déchaînement antisémite réel pour le coup. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des caricatures où on voit des Juifs particulièrement caricaturaux, en train de dessiner des croix gammées sur des murs, etc. Ouais, et puis les messages qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est les tags, c'est eux, les coups de couteau, c'est eux, le mensonge des 40 bébés, c'est eux, les tunnels dans les hôpitaux, c'est encore eux, ils le montrent chaque jour au monde entier, le mal, c'est eux, les sionistes sont capables de tout. Tu sais qui a écrit ça? Oui, c'est celui le fondateur de Baraka City qui a été dissoute. C'est ça, en 2020, je crois. Voilà. C'est une association salafiste, et oui, donc il donne sa voix à cette idée-là. Alors lui utilise pas, je crois, le mot auto-sémitisme, qui est vraiment un copyright soralien. Exactement, il est né dans la sphère soralienne. Oui, c'est-à-dire qu'on en trouve une occurrence sur un titre d'article en 2019 déjà. Apparemment, ça n'a pas pris. Mais là, ces derniers jours, ça a pris. Marcel D l'a repris, là, c'est ça. Marcel D, il est à la tête d'une chaîne, le Média Enquête 4.2, qui est très suspecté d'être le fauné d'une chaîne soralienne, en fait. Et puis, ils sont assez... travaillent ensemble. Enfin, en tout cas, il y a des convergences évidentes entre le Média Enquête 4.2 et Égalité et Réconciliation, dans les thématiques, dans la vision du monde, etc. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que Soral en a beaucoup parlé ces derniers jours, puisqu'il est revenu sur X, il est revenu sur Twitter, Soral. Merci Musk. Comment ? Merci Musk. Voilà. Mais il n'y a pas que Soral, il y a Boris Lelay, etc. Et effectivement, on a pu mesurer que sur quelques jours, on a eu plusieurs centaines d'occurrences par jour de ce terme-là. Donc ça reste largement sous les radars du grand public, mais nous, on l'a vu. Voilà. C'était suffisamment prégnant pour que... Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Tristan ? C'est une sorte de création monstrueuse qui est un peu l'enfant aussi des acteurs de crise, qui est une modalité de discours complotiste qui existe depuis, j'allais dire presque depuis les attentats au moins depuis les attentats du 11 septembre 2001, et qui est une formule, qui a été extrêmement prégnante dans l'imaginaire complotiste, qui ressort à chaque épisode, à chaque drame, et qui là trouve une sorte de déclinaison orientée, qui cible clairement uniquement la population juive, et qui est terrible parce qu'elle a une efficacité dans son économie. En un mot, on arrive à dire beaucoup de choses. Il suffit même de le prononcer pour générer une suspicion, pour coller un mot sur une réalité qui n'existe pas. Mais on crée, si on veut, une perception de ce qui se passe autour de nous. Et on traduit instantanément, avec ce simple mot, tous les actes antisémites comme des actes suspicieux en soi. Oui, sujet à caution. Donc cette guerre des mots, on est sur une guerre sémantique, elle est souvent terriblement efficace. C'est un peu comme les mèmes. Il suffit d'un mot pour donner corps parfois à un fantasme et lui donner une véritable efficacité dans la guerre de l'info, si on veut. Alors pour l'instant, ça reste marginal. On espère que ça restera marginal. Mais pour moi, il n'est déjà que... comment dirais-je, le symptôme de ce concept plus large, qui est d'accuser les victimes d'être responsables ou d'avoir mis en scène leurs propres crimes. Et ça, mon Dieu, qu'on l'a vu se déployer durant toutes les crises de ces dernières années. Complètement. Et alors, justement, ça nous fait une bonne transition par rapport à ce qui se passe en Israël, dans la guerre Israël-Hamas aujourd'hui. Les derniers éléments qui sont sortis dans la complosphère, c'est cette idée que finalement, Tsahal aurait mis en scène le carnage qu'il y a eu à la rave party et aurait tué des civils. Alors, Rudy, est-ce que tu peux nous faire un peu le point là-dessus ? Oui, en fait, on est dans la version accusatoire, encore une fois. En fait, c'est ça le point commun. L'idée, c'est que ce qu'on croyait savoir du 7 octobre
est en fait un mensonge orchestré par les autorités israéliennes, c'est-à-dire qu'en fait, ça part en particulier de ce qui s'est passé au festival de musique, Reim, où on nous dit en fait, ce festival de musique, il y a eu 364 personnes tuées, officiellement, et nous dit-on, en fait, des éléments seraient sortis dans la presse israélienne prouvant que ces gens, les civils, ont été tués par des hélicoptères de combat de Tsahal, donc de l'armée israélienne elle-même. Bon. Sur quoi il se base ? Il se base sur une déclaration d'une source policière anonyme disant que à un moment, il est possible que les hélicoptères, dans la confusion, ou un hélicoptère a pu tirer sur des civils. Voilà. Mais il n'y a pas du tout de certitude. Il y a le mot apparemment en hébreu. On a vérifié d'ailleurs la version en hébreu de l'article de Haaretz en question. Donc Haaretz ne dit pas il y a eu des morts du fait de... Bon. Est-ce que c'est prouvé ? Est-ce que Haaretz le dit ? Non. Est-ce que c'est possible ? À ce stade, c'est pas impossible, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et de confusion sur la possibilité qu'à un moment, un hélicoptère ait pu tirer, en voulant tirer sur des terroristes, ait pu toucher des civils. Mais pour l'instant, on n'a aucun élément pour l'affirmer. Voilà. Est-ce qu'on peut l'écarter complètement, raisonnablement ? Non. Et même si est-ce qu'on peut l'affirmer non plus ? Ça ne voudrait pas dire qu'Israël a mis en scène le non, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où c'est arrivé, on imagine que ça concerne très peu de cas, et donc ça n'invalide pas le fait que ce qu'on sait par ailleurs, parce que ce qu'on sait par ailleurs est très massivement documenté. Bien sûr. Par les témoignages des gens sur place, par les preuves matérielles, y compris des preuves vidéo, par le fait qu'on a retrouvé des plans, des écrits sur les corps des assaillants du Hamas, où on sait qu'ils visaient notamment les kibboutz, etc., que ce qui semblerait, c'est qu'effectivement, ils n'étaient pas au courant qu'il allait y avoir ce festival de musique à cet endroit, à cette date-là. Ouais. Et donc, ils sont un peu tombés dessus, un peu par hasard, mais que du coup, ils en ont profité pour abattre des gens sans défense, en fait. Ce qui s'est passé, c'est ça, par centaines. Donc, voilà. Et alors, au service de cette idée-là, il y a notamment les images d'un hélicoptère israélien, des images sont sorties déjà le mois dernier, et dont on nous dit, alors c'est intéressant de qui le dit, que en fait, c'est les images de l'hélicoptère qui a tiré sur le festival. En fait, pas du tout. On sait que ces images, elles ont été prises effectivement d'un hélicoptère de combat israélien, mais ce jour-là, le 7 octobre, mais à 10 km de là, et pas en territoire israélien, où se trouvait le festival, mais côté bande de Gaza. Et qu'en plus, on ne peut même pas affirmer que les gens qui sont visés, ou les véhicules qui sont visés, sont civils. Selon toute vraisemblance, c'est quand même dans le cadre d'une opération militaire, quoi. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que qui trouve-t-on derrière ces assertions ? Alors, Max Blumenthal, qui est à la tête d'un site conspirationniste américain qui s'appelle The Grey Zone, site totalement pro-Kremlin, pro-Bachar Assad quand même, qui expliquait que Bachar Assad n'a jamais bombardé son peuple, notamment les bombardements chimiques à répétition, que tout ça était une invention occidentale. Donc c'est intéressant de voir quand même que Blumenthal, aujourd'hui, est sur une forme de révisionnisme sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis, sur la partie vidéo de l'hélicoptère israélien, Maram Sousli. Et Maram Sousli, elle est aussi connue sous le nom de Partisan Girl ou Syrian Girl. Ouais. Et alors, elle est d'origine à la fois australo-syrienne. Je crois qu'elle vit en Australie. Et elle a, pendant des années, accompagné la propagande du régime de Bachar el-Assad contre les rebelles syriens. Elle a totalement épousé le storytelling russe et pro-Bachar sur le sujet. Et elle était même allée jusqu'à expliquer que le jour de l'incendie de Notre-Dame de Paris, en avril 2019, en fait, c'était Emmanuel Macron lui-même qui avait mis le feu à Notre-Dame de Paris. Donc on est sur un degré de complotisme assez fort. Elle est vraiment connue, Maram Sousli, pour ça. Donc elle continue à désinformer sur ce sujet-là également. Donc voilà, c'est assez... Oui, c'est dingue de voir des acteurs qu'on connaît, qui devraient être
qui aurait dû être décrédibilisé depuis des années, notamment Partisan Girl, qui franchement, on la suit, ça fait plus de 10 ans qu'elle est active en ligne et qu'elle relaye a priori sur toutes les théories les plus folles, sur tous les drames de la planète, quasiment. Et de la voir, évidemment, participer à cette désinformation massive, ou ces mésinformations massives, mais ce qui est fou, c'est qu'on a des acteurs donc américains, australo-syriens, qui peuvent simplement jeter dans ce marché de la désinfo des éléments, quelques petites phrases, des captures d'écran. Des éléments dénaturés, c'est ça qui est dénaturés, fou. Bien sûr. Soit c'est sorti de son contexte, soit c'est carrément présenté pour ce que ça n'est pas. Et qui sont récupérés et régurgités dans toute la complosphère planétaire, dans un narratif spécifique, qui est d'accuser, donc encore une fois, Israël d'être responsable des morts de son propre côté, quoi. Donc c'est vertigineux, parce qu'on voit effectivement, et on l'avait constaté dès le début de cette séquence Hamas-Israël, de voir à quel point on a une sorte de concentration de la complosphère vraiment mondiale, des acteurs épars autour de la planète, qui chacun ont, disons, leur spécificité, ils ont leur propre sujet, leur périmètre en général d'intérêt, tous converger doucement vers ce drame régional. Alors, sur ce point-là, c'est très intéressant, parce que... Non, mais juste un point, c'est que les délires de Max Blumenthal, ils ont été repris tels quels par François Burgat. François Burgat, ancien directeur de recherche au CNRS, islamologue, connu pour avoir un tropisme pro-islamiste assez notoire, quoi, François Burgat, sur la Syrie, il était à front renversé. Il n'était pas du tout dans le camp de Blumenthal. Sur la Syrie, il disait des choses avec lesquelles nous, on pouvait tout à fait être d'accord. Quand Bachar el-Assad bombardait son propre peuple, Burgat, il était plutôt dans le camp de ceux qui trouvaient que c'était scandaleux. Et là, on le retrouve par, je sais pas, passion anti-israélienne, on le retrouve à relayer ces choses-là, quoi. C'est assez fascinant. Oui, ce moment est alors, une opportunité pour certains. Pour d'autres, il y a clairement un narratif qui se met en place, qui est, comme tu le disais, qui est nourri par les biais profonds de chacun. Mais c'est fou le spectre, l'envergure du spectre, de voir que toutes ces personnes, encore une fois, arrivent à trouver leur pain dans ce moment, dans ce sujet-là. Et évidemment, cette concentration internationale, évidemment, nourrit une confusion folle pour ceux qui seraient des primo-arrivants dans ce drame israélo-palestinien, qui découvriraient un peu cette problématique aujourd'hui. S'ils vont en ligne dans ce marché dérégulé que sont maintenant les plateformes sociales aujourd'hui, il y a une offre folle de narratifs qui fait que mécaniquement, on serait dans une confusion. Encore une fois, si on n'a pas une colonne vertébrale, si on n'a pas une pensée un peu plus longue, si on ne place pas, notamment ces différents émetteurs, si on ne les place pas dans l'histoire longue de ce qu'ils ont déjà produit auparavant, bref, si on n'a pas une culture des sources, si on est des primo-arrivants sur ce marché de l'information aujourd'hui et qu'on essaie de voir ce qui se passe dans ce conflit Israël-Hamas, franchement, je pense que c'est très compliqué pour quelqu'un, encore une fois, qui n'a pas une idée assez précise, encore une fois, des acteurs qui parlent ou de la situation sur place. Mais tu dirais que justement, c'est parce que ce monde dérégulé des plateformes retire notre capacité de mémorisation de l'actualité précédente, de ce qui s'est passé. Comment tu... Je dirais que le temps long, c'est pas, disons, le propre de la consommation de l'information sur les plateformes sociales. C'est un joli euphémisme. Voilà, pour parler gentiment. Donc, on n'est pas sur du temps long, on est sur l'immédiateté. Et c'est compliqué. Je veux dire, quand on voit ces images un peu verdâtres des hélicoptères qui tirent sur des gens, encore une fois, si on ne fait pas le travail vraiment d'essayer de retrouver des articles sérieux sur ce qui s'est véritablement passé, lorsqu'on est confronté à ces images avec un encapsulage qui vous dit voilà ce qu'on voit, si on ne fait pas la démarche d'essayer de casser le narratif qui englobe ces images-là, moi je me mets à la place de tout un chacun. Je serais un peu horrifié, je serais un peu inquiet, je serais un peu désarçonné, je me poserais véritablement des questions. Mais le problème, il est toujours celui-là, c'est le contexte
des images. Et plus ces images sont choquantes, moins on aura tendance, pour la majorité des gens, à aller fouiller derrière en disant oui, mais est-ce que vraiment, quel est le contexte, qui c'est qui tire sur quoi, c'était où, c'était quand, voilà. On se posera moins la question si les images, encore une fois, sont poignantes, choquantes, que si c'était une information de base. Sur ces images-là, le travail de vérification, il a été fait par des plateformes de fact-checking, en anglais, en français notamment par Libération, par Check News, il faut le dire, parce que leur article est très bon. Absolument. Donc, voilà. Mais il a été fait dans un temps, évidemment, il faut le temps de la mécanique, de l'établissement des faits. Et moi, je me rappelle d'avoir vu ces images-là. Et les premières fois que je les ai vues passer, moi-même, je ne savais pas du tout. Évidemment, je n'ai absolument pas relayé, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Quand on ne sait pas, on ne relaye pas. Bref, donc je n'ai pas relayé, mais je les ai vues, ces images. Je les ai vues commencer à buzzer. Moi-même, je posais des questions. C'est un peu étrange. On voit des gens qui n'ont pas l'air tous armés. On voit des tirs. Bon, je me posais des questions. Vraiment, je me posais des questions. J'ai retenu mon jugement, en attendant que des gens sérieux, plus capables que moi, qui font du véritable fact-checking, des vrais journalistes, établissent comme Libé et d'autres, et plein d'autres à l'international ont pu le faire, pour après comprendre le contexte. Mais c'était, j'ai envie de dire, trop tard. C'est que le pic d'audience de ces images et de diffusion, de viralité de ces images-là, elles avaient déjà contaminé probablement beaucoup de cerveaux avant que le contre-feu se mette en place. Et le contre-feu, encore une fois, avec toujours cette même problématique, pas un contre-feu, l'établissement des faits qui a été fait par la suite, évidemment, est fait par des médias mainstream. Et donc, de fait, décrédibilisés auprès d'une partie de la population internationale qui les considère comme étant pas sérieux ou pilotés par le système. Et on parle de contenus qui ne sont pas toujours en accès libre, loin de là. Et en plus, Check News, c'est sur abonnement. Et qui n'ont pas forcément la même audience de fait que les autres sujets. Quoi. Donc, toujours. Un tweet, on peut tous y accéder. Sûr, un article de Libé, non, il faut payer. Parfois, il faut payer, malheureusement. C'est ce qui est normal. Et ça nous fait une transition intéressante avec notre quatrième et dernier sujet de la semaine sur ces cagnottes des pleureuses qu'on pourrait appeler comme ça éventuellement. Tu vas te faire des amis. C'est ça. Et donc c'est ces cagnottes lancées par Thierry Casasnovas mais aussi par Jean Messia qui récoltent vraiment de grosses sommes d'argent. Donc pour par exemple Thierry Casasnovas, c'était 100 000 euros en avril dernier et près de 100 000 euros là, pour sa nouvelle cagnotte qui est destinée à l'aider à résoudre ces énormes problèmes juridiques. Tristan. Oui, alors pour les problèmes juridiques, peut-être que Rudy, tu peux nous rappeler. Oui, tu veux changer un petit point sur Casasnovas. Ça a été mis en examen en mars de cette année pour abus de confiance et de faiblesse et pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Voilà, mais évidemment, selon lui, on cherche à l'abattre. Le système cherche à l'abattre. Donc il a réussi effectivement à lancer une cagnotte en avril qui est montée à 100 000 euros. Et là, on est sur une deuxième cagnotte qui atteint aussi quasiment les 100 000 euros. Là, il était à 96 000 ce matin, juste avant l'enregistrement de cette émission. Voilà. Il faut dire qu'il est réapparu, Casasnovas, parce que pendant 6 mois à peu près, il est resté muet, silencieux. Il explique ce qu'il est revenu là via l'intermédiaire de sa chaîne YouTube. Il explique avoir changé d'avocat. Son précédent avocat lui conseille de ne pas communiquer, de ne pas parler. Là, il a changé d'avocat. Maintenant, c'est Fabrice Divisio, son avocat, qui est bien connu. Ça a été l'avocat de Didier Raoult, notamment. Et puis avocat médiatique, qui a été mis en orbite littéralement par l'émission de Cyril Hanouna pendant toute la période Covid. Et alors, il est revenu dans une de ses récentes vidéos, Thierry Casasnovas, sur une vidéo qui lui avait été beaucoup reprochée. Une vidéo qui datait d'octobre 2014, dans laquelle il avait affirmé qu'un bras amputé pouvait repousser, à condition de prier beaucoup et de boire des jus de fruits. Alors ça lui a valu depuis des années beaucoup de moqueries, donc il est revenu là-dessus pour mettre les points sur les i en disant mais attendez, qu'est-ce que je disais réellement, et finalement est-ce que ce que je disais était si fou que ça? Donc il s'appuie sur des ressources scientifiques, notamment des articles scientifiques disant que la salamandre a les membres qui repoussent, que on pourrait imaginer que ce serait pas totalement de la science-fiction, que dans un avenir plus ou moins lointain, on puisse développer des technologies qui, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est pas exactement ce qu'il disait. Ce qu'il disait et ce qu'il dit encore, c'est que les jus de fruits, c'est nécessaire, pas les fruits et les légumes, c'est nécessaire mais pas suffisant. Bon, merci. Mais nécessaire quand même, ce serait nécessaire pour des raisons d'immunité, etc. Mais que surtout, ce qui marche, c'est la foi.
Ce qui marche, c'est la bioélectricité, oui, deuxième point, et puis troisième point, la foi, c'est y croire. Et il se plaint qu'on cherche, en le critiquant, finalement à stigmatiser des donneurs d'espoir. Voilà. Et finalement, moi, je suis là, on me pose une question, quelqu'un qui a été amputé me dit « Est-ce que mon bras peut repousser ?» J'ai pas envie de lui dire que non, son bras pourra jamais repousser. Et le problème, c'est que le charlatanisme, c'est ça, c'est de donner de faux espoirs. Et que donner de l'espoir aux gens, c'est pas un problème. C'est de donner de faux espoirs aux gens qui est un problème. Et par ailleurs, il n'a pas du tout expliqué que peut-être dans 100 ans, dans 50 ans, on aura la technologie pour faire repousser des membres partiellement, etc. Voilà pourquoi, mais certainement pas en se contentant de boire des jus de fruits et de prier. Voilà, par peut-être des technologies qui n'existent pas encore, mais avec ou sans prière, voilà. Et ce qui est dingue, c'est qu'après cette vidéo, il lève 100 000 €. Il lève 100 000 €. Je vais dire. C'est déconcertant. C'est le moment dans lequel on est aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le symptôme hold-up. On a tous été saisis de nombreuses fois. Mais je crois que c'est vraiment. Il y a eu ce moment de sidération où on a commencé à comprendre que, en fait, les marginalités, même s'ils sont peu nombreux, mais s'ils se regroupent ensemble, ont une capacité financière. Voilà. L'audience peut être éclatée, marginale, mais si elle se reconcentre, si elle se regroupe en un moment spécifique, en un lieu, sur une cagnotte, eh bien, cette écume fait une vague. Une vague d'argent. Et ça, c'est vertigineux. On l'avait déjà noté pour Hold Up, mais ça se confirme et ça devient quelque chose qui est devenu une sorte de formule récurrente maintenant. Chaque figure, on parlait de Jean Messia tout à l'heure, qui en quelques jours, pareil, a levé 100 000 €. Des figures qui sont franchement dans une grande marginalité. Jean Messia, politiquement, je ne sais pas ce qu'il pèse. Mais bon, il a des dizaines, de centaines de milliers d'abonnés sur ces plateformes, et ça lui suffit. Ça lui suffit pour traduire ça en argent. Et là où j'insiste un tout petit peu, c'est que l'argent, c'est du concret. Le glam sur Twitter, c'est de l'audience, c'est du buzz, c'est du bruit, ok. Mais là, si on traduit ça, on peut le traduire financièrement par de l'argent concret. Les ordres de grandeur, c'est à peu près, sur la cagnotte d'avril, un peu plus de 3000 participants, donc ça veut dire un montant autour de 30 €. Voilà, cet ordre de grandeur-là. Effectivement, 30 €, mais c'est quand même un engagement. Le don moyen de 30 €. Et ça me rappelle la discussion qu'on avait avec Kenzo Nera il y a quelques semaines dans cette émission, qu'on disait, mais est-ce qu'ils y croient? Est-ce que c'est un phénomène de crédulité ou pas? Pour ces gens-là, ceux-là, je ne parle pas de tous ceux qui regardent la chaîne, mais ceux qui donnent, ceux qui un peu cassent leur porte-monnaie, quoi, enfin leur tirelire plutôt, et qui déboursent de l'argent pour le soutenir, oui, on a là affaire à des gens qui y croient. Enfin, sinon, je ne vois pas pourquoi il le Oui, c'est autre chose qu'un simple like ou qu'un simple retweet. Bien sûr. Un engagement. Donc là, l'effet de crédulité, il joue. Et on est bien d'accord que le complotisme, c'est pas que ça. C'est pas forcément que de la crédulité, c'est aussi des effets de posture, etc. Mais là, pour ces gens-là, je pense qu'on est, oui, face à des gens crédules. Et voilà. Alors, je pense qu'il y a de ça, il y a aussi clairement un soutien à une figure avec un aspect un peu personnalisé, gourou, quelque part. Oui, mais si tu adhères pas fondamentalement à son propos général, bien sûr, à l'idée qu'il est victime du système, etc., tu donnes pas 30 €. Et tu dirais qu'ils soutiennent une cause aussi? La crédulité va jusqu'à soutenir une cause, tu penses, ou plus une personnalité? Ça dépend de chacun, de ceux qui payent. Il faut évidemment adopter le corpus des idées qu'il promeut. Mais je pense qu'il y a aussi un soutien à la personne, clairement, et un côté militant, où on va juste le soutenir, parce que quoi qu'ils disent, franchement, après la vidéo sur le bras qui repousse, quelques jours après, ouvrir son portefeuille et mettre sa carte bleue, faut être à l'aise, quoi. Il faut être... Bon bref, donc ils le soutiennent clairement, il n'y a pas de doute. Il faut être à l'aise. Mais tu parlais d'effet d'échelle, c'est quand même notable. C'est quelques milliers de personnes. Quelques milliers, 3000 peut-être, dans ces eaux-là. 3352 pour la clôture pour la cagnotte d'avril. 3000 personnes, 100 000 €. 3000. Donc aujourd'hui, en ayant un pool de gens exaltés qui te suivent, quel que soit le délirium que tu peux pousser, tu peux trouver 3000 personnes en France ou dans le monde ou dans la francophonie qui seraient prêts éventuellement à te suivre. Tu peux traduire ça, tu peux le faire basculer en de l'argent, 100 000 €.
c'est dingue, parce qu'encore une fois, j'insiste un peu là-dessus. Ces 100 000 euros, ça va l'aider à soutenir, etc. Mais ça va l'aider pour ce qui est de Casas Nova, mais comme pour tous les autres, à pérenniser leur action, à investir dans du matériel pour convaincre encore plus, à essayer d'asseoir, pourquoi pas, une entreprise. Hein. Donc, ça se traduit concrètement par quelque chose. Et c'est encore une fois, pour moi, l'un des symptômes délétères de cet écosystème que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est que ça va foyer encore une fois, les marginalités les plus exaltées. Plus on est énervé, plus on croit à des discours complètement hors sol, plus on aura tendance à ouvrir son portefeuille et donner de l'argent. Si je fais une cagnotte demain parce que je suis un passionné d'équitation, je ne vais pas lever 100 000 euros. Nous-mêmes, si on lançait une cagnotte ici, on n'aura pas 100 000 euros en 3 jours, hein, si on lançait une cagnotte. Parce que ce sentiment d'urgence, il s'adresse mécaniquement à une population qui est dans un sentiment d'urgence, du fait qu'ils adhèrent à son discours. Donc en gros, il suffit de promouvoir un discours anxiogène pour être presque quasiment certain qu'on va pouvoir traduire ça financièrement. Et de financièrement à de l'action concrète. Pérenniser et développer sa visibilité en ligne. Donc on en est là aujourd'hui, c'est vertigineux parce que je ne vois pas comment résoudre ça. Ouais. Évidemment, moi j'ai dénoncé ces cagnottes-là et les torrents de commentaires que je reçois, c'est que je serais liberticide, que je serais contre. Je ne suis pas pour interdire ces cagnottes. Hein. Moi, je les condamne simplement. Et c'est ma liberté d'expression d'exprimer mon inquiétude, c'est tout. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de donner 30 euros à quelqu'un. Tout le monde donne 30 euros à qui il veut. Mais je constate simplement que ce sont souvent ces figures qui poussent des discours ultra anxiogènes, qui sont eux qui ramassent la mise de tous ces dons, avec les conséquences à moyen long terme qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui, mais qui sont clairement délétères. Oui, qu'il y a un business derrière tout ça finalement, quelque part. C'est ça que tu veux dire, c'est ce que fait Alex Jones en vendant ses pilules sur son site. Absolument. C'est exactement la même dynamique de business, de profiter de la crédibilité de certaines personnes. Monétiser, c'est pérenniser et c'est maximiser en gros les potentialités d'audience. Exactement. Eh bien, je crois qu'on a tout dit pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Smaïn Nacher, où on parlera certainement d'immigration et donc de grands remplacements aussi, de cette théorie du complot du grand remplacement. Cette émission a été préparée par Victor Motin, réalisée par Martin Béraud, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao, ciao. Salut.